La troisième session donc de formation destinée, n'est-ce pas, à la cohorte de cette année des entrepreneurs. Moi, j'aimerais bien me présenter et que également rapidement que chacun d'entre vous en fasse de même, parce que comme nous sommes appelés pendant ces 3 jours d'avoir des échanges interactifs, l'objectif c'est qu'on puisse quand même savoir au moins le vécu professionnel de tout un chacun. Moi, je me nomme Aliou Diop, je suis expert financier à l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est un démembrement du ministère de l'économie et des finances. Notre mission à l'Observatoire, c'est de veiller à la qualité des services qui sont offerts à la clientèle, des banques, des institutions de microfinance, des compagnies d'assurance et de tout ce qui est services financiers de façon générale. En quoi faisant, nous faisons beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études. Nous faisons également le travail de médiation. Lorsqu'il y a des contentieux entre la clientèle et les institutions financières, nous veillons à un apaisement quand même de la relation commerciale. Vous savez que peut-être que ce ne sera pas souhaitable pour vous, mais il peut arriver qu'en tant qu'entrepreneur ou promoteur, que vous ayez peut-être des difficultés de recouvrement auprès de la clientèle et qui vont se répercuter un peu sur votre relation avec les institutions financières. Dans ce cas, nous nous sommes ouverts à accompagner les entreprises, les PME, pour en tout cas un dénouement heureux. Donc globalement, c'est ce que nous faisons. Je suis là-bas depuis 10 ans. Avant d'être à l'Observatoire, j'étais à la Chambre de commerce de Dakar. Je m'occupais de la direction de l'Observatoire économique. J'ai fait quelques années là-bas. Et voilà, c'est l'occasion peut-être pour vous de découvrir un outil qui est assez peu connu, c'est l'intelligence économique. Je pense que ça, avec un grand plaisir de vous montrer comment la démarche d'intelligence économique est n'est-ce pas, déployée, parce que c'est un dispositif qui permet à l'entrepreneur de surveiller son environnement. Parce que pour ne pas être surpris par des menaces, par des contraintes également, il est bon que l'entrepreneur puisse avoir en tout cas tous les outils qui lui permettent d'anticiper sur son environnement. Donc avant d'être à la Chambre de commerce, j'ai fait le système des Nations Unies, à l'Organisation internationale des migrations comme économiste financier. Bon, dans l'enseignement, ça fait un grand plaisir d'être parmi vous parce que depuis 2005, je suis dans le secteur de l'enseignement, à mes heures perdues bien sûr. Voilà, donc actuellement je suis professeur associé à CIBDECO. Depuis 2007, j'interviens à BEM aussi, Business École Management, à l'ICAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je suis dans le programme depuis l'année dernière, donc j'intervenais dans le module stratégie de financement. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour ce module-là. Et donc nous sommes à notre deuxième expérience et ça fait un grand plaisir d'être avec vous et puis de partager notre modeste contribution. Bon, dans le domaine académique, je suis docteur en sciences économiques. Je suis plus spécialisé dans le domaine de la banque et des risques de marché. Je suis titulaire également d'un DIA. Bon, je pense que ça n'existe plus, le diplôme d'études approfondies en économie. Hein? DIA, ça existe toujours. Bon, d'accord. Donc j'actualise ma pensée. Sinon, voilà, de l'université de Limoges. Et puis voilà, j'ai obtenu ma maîtrise en sciences économiques de l'université Gaston Berger dans les années 2000. Voilà en filigrane rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à voir, n'est-ce pas, aujourd'hui, demain, après-demain. Sans plus tarder, donc, passer à ce qui nous réunit, c'est-à-dire la connaissance de l'entreprise. Hein. Bon, je sais que je suis devant de talentueux quand même entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc vous parlez de l'entreprise déjà, ce n'est qu'un redit. Hein. Mais déjà nous avons quand même l'ambition, dans le cadre de cette session de formation, de vous parler d'un certain nombre de thématiques claires. Bon, au-delà de la séquence 1, la séquence 1, on va y revenir, on est en train quand même de terminer avec cette séquence, hein, la présentation
On l'a déjà effectué. Maintenant, il s'agira de revenir sur les objectifs de la formation. Qu'est-ce que nous visons à travers cette session de formation? Alors, la deuxième séquence qui va suivre, c'est l'entreprise et son mode d'organisation. Comment l'entreprise est organisée? Qu'est-ce qu'une entreprise déjà? Je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur la notion de l'entreprise, sur les fonctions de l'entreprise, sur le mode d'organisation, les stratégies de l'entreprise. Je pense que si ce problème est réglé, on aura quand même à aborder la séquence 3 qui parle de l'environnement de l'entreprise. Vous savez, si vous ne savez pas surveiller votre environnement, vous aurez de mauvaises surprises. Ça, je le dis tout de suite. Un mauvais entrepreneur, c'est celui qui laisse les choses, n'est-ce pas, passer sans pour autant avoir une stratégie prospective. Il faut savoir connaître son environnement. Et l'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement économique, mais c'est l'environnement social, c'est l'environnement politique, c'est l'environnement géographique, c'est l'environnement technologique. Il y a des outils que nous allons partager avec vous, et c'est des outils qui vont vous permettre de pouvoir surveiller de temps à autre quand même votre environnement. Et il y a deux outils que nous allons partager avec vous, c'est l'outil d'intelligence économique et l'outil de veille économique. C'est des outils complémentaires. La veille, c'est le fait quand même de pouvoir collecter le maximum d'informations sur votre environnement. Maximum, on va y revenir. Maximum. C'est-à-dire tous les jours, il faut que la personne puisse savoir ce qui se passe dans son secteur pour ne pas être surpris par l'arrivée de concurrents ou l'arrivée de passagers clandestins dans son secteur. Ou voire même de mauvaises surprises par rapport à la conjoncture. Parce que la conjoncture peut être actuelle comme elle peut être future. Donc ça, c'est la veille. Un outil qui permet de pouvoir surveiller quotidiennement son environnement. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est également un dispositif qui intègre la surveillance actuelle, mais elle est plus orientée vers le futur. Vous savez, tous les grands pays ont ce qu'on appelle un dispositif d'intelligence économique. Si l'Allemagne a pu quand même avoir ce qu'on appelle une compétitivité commerciale extérieure, c'est grâce à son dispositif d'intelligence économique. En quoi faisant, toutes les PME en Allemagne ont ce qu'on appelle un dispositif d'intelligence économique, c'est-à-dire voir non seulement ce qui se passe dans votre secteur actuel, mais ce qui se passerait dans votre secteur dans le futur. Ce qu'on appelle ici la prospective. Ce n'est pas de l'espionnage économique, le fait de voir est-ce que d'ici 5 ans ou d'ici 6 ans, les autres pays auront à être dans mon secteur. Est-ce que les concurrents d'aujourd'hui ne sont pas en train quand même de développer d'autres stratégies commerciales? Ça, c'est le dispositif d'intelligence économique qui vous permet de pouvoir anticiper sur votre futur. Donc, nous verrons dans cette séquence-là comment, en tout cas, se préparer, n'est-ce pas, à des surprises aujourd'hui, mais également à des surprises de demain. Alors, aujourd'hui ne fait pas le monde. Hein. Avant, on disait que l'argent réglait tous les problèmes du monde. Mais actuellement, c'est l'information stratégique qui est plus importante même que l'argent. Parce que si vous avez une information stratégique, vous allez gagner des parts de marché, vous allez gagner du chiffre d'affaires, vous allez augmenter votre rentabilité, vous allez augmenter votre capacité de croissance interne et externe. Donc l'information stratégique repose sur, encore une fois, une surveillance de votre environnement. Okay? On va beaucoup revenir sur ça. La dernière séquence qui est également très importante, c'est on va vous montrer les grandes lignes, n'est-ce pas, d'un business plan. Bien sûr, dans le business plan, c'est un terme quand même anglais, mais nous, on va plutôt le contextualiser. En parlant de business plan, c'est le plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, vous devez avoir un certain nombre d'éléments importants, tels que le canevas de votre projet, tels que l'étude commerciale, tels que l'étude technique, tels que l'étude financière. C'est l'occasion pour, en tout cas, pour vous de connaître un peu les grandes lignes et les indicateurs qui vont vous guider dans l'élaboration de votre business plan. Et je serai même tenté de vous donner ce qu'on appelle un simulateur qui va vous permettre d'élaborer votre plan d'affaires. Vous introduisez vos données et puis il va vous quand même sortir tous les résultats. Alors c'est un point qui est extrêmement important, le business plan, puisque même dans le cadre de votre programme de formation pour cette année, il est prévu quand même d'élaborer à la fin, n'est-ce pas, un plan d'affaires qui va être, je pense, présenté dans un jury. Oui ou non? Je pense que c'était ça. Donc ça veut dire que ça a vraiment l'occasion. N'hésitez pas,
si vous avez des préoccupations par rapport à votre projet, de pouvoir quand même nous solliciter. Ça peut être dans ce cours-là, mais n'hésitez pas, au-delà même de ce cours, de se rapprocher de nous pour pouvoir quand même avoir les orientations requises. OK? Voilà donc les 4 sessions que nous allons pouvoir, les 4 séquences du moins que nous allons pouvoir parcourir. Bon, pour la séquence 1, je pense que c'était la présentation des participants, c'est déjà fait, mais revenons déjà sur les objectifs pédagogiques du module. Qu'est-ce que nous visons? Connaître le mode d'organisation de l'entreprise. L'entreprise, comme disait l'autre, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas une machine, sinon on allait être robotisé. C'est un regroupement de personnes unies par un objectif, n'est-ce pas, commun. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en créant une entreprise. Il faut savoir que quand on crée une entreprise, on doit répondre à des procédures, des règles, mais également des méthodes de travail. On doit également poursuivre un certain nombre d'objectifs et de fonctions. Les fonctions financières, on va y revenir, la fonction commerciale, la fonction de production, la fonction administrative, etc. Et l'objectif 2, dans ce module, c'est de comprendre quelles sont les relations, je l'ai dit, entre l'entreprise et son environnement. Parce que tant qu'on ne verra pas quand même le link entre l'entreprise et son environnement, on aura du mal quand même à avoir une croissance interne et externe. Donc c'est un point extrêmement important. L'environnement agit sur l'entreprise et non le contraire. L'environnement agit sur l'entreprise et non le contraire. L'environnement, c'est un indicateur macro, alors que l'entreprise, c'est un indicateur micro. C'est le marché qui agit sur l'entreprise et non le contraire. Quand le marché va, l'entreprise ira dans le même sens. Quand le marché ne va pas, l'entreprise aura des difficultés. Quand l'entreprise va alors que le secteur ne va pas, je suis devant des mathématiciens, vous voyez le problème. La conjoncture défavorable est toujours là. Donc ça veut dire que c'est un point extrêmement important. Donc il faut toujours voir les contraintes et les opportunités qui pèsent sur le secteur et pouvoir quand même ajuster votre position. Autrement dit, l'environnement est un facteur exogène, alors que l'entreprise est un facteur endogène. Donc ça aussi, en tant que futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui le sont aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des variables d'ajustement, n'est-ce pas, à apporter dans ce cadre. L'autre objectif que nous allons atteindre, je l'ai dit, c'est de maîtriser ce qu'on appelle les outils de surveillance et de veille sur l'environnement de l'entreprise. C'est des outils, bon, je vais profiter de ça même pour vous faire travailler parce que je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, chacun dans son domaine ou dans son activité respective va me faire une veille dans son secteur et ramener ça, comme ça on peut savoir quelle est quand même, la pertinence de pouvoir collecter les informations sur son secteur. Okay? Donc vous verrez que c'est assez intéressant et c'est des informations qui peuvent vous servir à prendre, n'est-ce pas, des décisions. Je l'ai dit, l'objectif c'est de découvrir ce qu'on appelle le business plan. Okay? Les grandes lignes de ce business plan-là. Voilà. Comme méthode pédagogique, hein, c'est une démarche participative. N'hésitez pas, hein, vous savez, moi je suis de l'autre côté, vous êtes des professionnels. Je suis professionnel comme vous, mais vous êtes professionnel dans vos projets. Je ne sais rien, n'est-ce pas, de l'agriculture, je ne sais rien quand même de la poésie ou même de l'informatique. Mais on vous donne des outils. Et l'intérêt, c'est que ces outils-là puissent être adaptés à ce que vous voulez faire. OK? Et je pense qu'on sera dans une démarche participative avec bien sûr des débriefings à la fin de chaque thème, hein, parce que c'est l'objet pour que les gens puissent retenir l'essentiel. Des jeux de rôle, on va mettre en situation de jeu d'entreprise et vous serez quand même amené à faire des travaux de groupe ou individuellement. Et il y aura, je pense, une évaluation finale hein, à la fin, n'est-ce pas? Voilà, qui va vous permettre un peu de pouvoir dire ce que vous avez compris et faire l'objet d'une notation. Voilà.
Donc, comme règle hein, de l'organisation, c'est bon. Mettre le téléphone sous silencieux ou l'éteindre. Hein. À défaut de l'éteindre, mettez-le sous silencieux. Moi, je n'ose pas répondre au téléphone jusqu'à la fin du cours. Ok, donc vraiment, je veux que chacun puisse avoir cette compréhension commune. Hein? Ok, si vous ne pouvez pas éteindre, mettez-le sous silencieux. Ok, évitez les retards. Bon, ça c'est à relativiser, mais vraiment les retards qui peuvent quand même perturber un peu l'organisation quand même de la séance. Parce que s'il y a trop de va-et-vient, ça risque de créer une perturbation. Les sorties intempestives aussi, c'est pas bon. Et ce qui est à l'origine de ça, c'est que quand le téléphone sonne à chaque fois, chacun est libre également de s'exprimer et d'être écouté avec bienveillance. Ça, je pense que c'est une règle d'or que tout le monde doit pouvoir quand même utiliser. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, il faut toujours le laisser parler. Même si on n'est pas d'accord, il faut quand même lui laisser le temps. Okay? Désigner un chef de village pour veiller à l'application de ces règles, parce que moi, je ne peux pas être formateur et chef de village. Hein? Hein? On va désigner qui rapidement pour vous? Il s'est auto-désigné. Le nom, c'est comment? Yves Diop. Donc, tout le monde est d'accord pour qu'il soit le chef de village? Et veiller à l'application stricte des règles. Voilà. Merci beaucoup pour tout le monde. Hein? Donc, on va... L'entreprise et son mode d'organisation. On va voir cette séquence-là. Et son mode d'organisation. On va être très interactif. Hein? En parlant d'entreprise, vous êtes des entrepreneurs. Hein? Il faut que peut-être que 3 ou 4 personnes me disent un peu leur compréhension de la notion d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Oui, une. Mais ici, 2, mais 3, oui. Allez-y, oui. Ah, très bien. Puis prenez le micro à chaque fois. Alors, une entreprise, c'est un organisme qui dispose des moyens humains et matériels qu'il combine pour créer des biens et services qui sont destinés à la vente. Donc, qui a un but lucratif. C'est ça. Est-ce que c'est un but lucratif ou ça peut être un but non lucratif? Moi, je préfère qu'on se limite à un but. Vous voyez un peu, parce que le but peut être lucratif quand il s'agit d'une entreprise commerciale, industrielle, privée, mais le but peut être non lucratif. Vous avez parlé d'une chose intéressante. C'est un organisme, une organisation, une entité. Ok, très bien. C'est déjà un bon début de solution. Deuxième main ici, oui. Oui. Faites passer le micro. En fait, on peut définir l'entreprise comme étant une entité ou une organisation dotée d'une personnalité morale qui combine des moyens humains, matériels et financiers pour atteindre un objectif bien précis. Très bien. C'est intéressant. On parle de moyens. On parle d'objectifs ou de buts, non? OK? Oui, oui, avant-dernière. Pour être simple, on peut dire que l'entreprise, c'est une organisation de personnes une organisation de personnes unies et qui ont un but bien déterminé. But, objectif. Alors, je vais même ajouter tout à l'heure. Fonction. OK? Très bien. Et une dernière mais là, oui, je pense que... Bonjour. Moi, j'ai comme une perception, l'entreprise est un ensemble d'organes, est un organisme réunissant des individus ayant un objectif commun et bien structuré. Ensemble d'individus. Donc, structuration. Intéressant. Je pense que je ne me suis pas trompé. Hein? L'entreprise, il faut des moyens. Et ces moyens-là, ça peut être des moyens financiers, des moyens techniques, des moyens humains, des moyens technologiques aussi. OK? Deuxième chose, il faut qu'on poursuive les mêmes objectifs ou les mêmes buts. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tableau de bord. On regarde
dans le même objectif. Il faut qu'elle exerce également un certain nombre de fonctions. Sans cela, elle ne va jamais atteindre les objectifs. On va y revenir. C'est la somme des individus. C'est la somme des individus. Je disais tantôt que l'entreprise, ce n'est pas une machine. Le mauvais manager, c'est celui qui pense que l'entreprise, c'est une machine et les gens exécutent. Non. Il faut savoir que c'est une somme d'individus qui viennent d'horizons différents. Il faut également qu'on ait une bonne structuration. La structuration, ce n'est pas au niveau juridique seulement, mais il faut une articulation entre les objectifs et les moyens. Donc, si je veux aboutir à une définition consensuelle, on va dire que l'entreprise est une organisation. Je pense qu'il y a 2 définitions ou 3 qui ont repris ça. C'est une organisation. Alors, une organisation, n'oublions pas que ça peut être une organisation publique ou une organisation privée. Ça peut être une organisation publique ou une organisation privée. C'est pourquoi le mot lucratif me gênait tout à l'heure. Parce que quand c'est une organisation publique, on ne poursuit pas forcément des objectifs de rentabilité commerciale. On va poursuivre plus des objectifs de rentabilité sociale ou même des objectifs de rentabilité économique. Deuxième élément important pour l'entreprise, c'est une organisation qui se caractérise par un groupe humain hiérarchisé. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut également qu'il y ait ce qu'on appelle des liens hiérarchiques. Et enfin, il faut ce qu'on appelle un centre opérationnel. Un groupe humain d'individus hiérarchisés. Le manager qui oriente, les liens hiérarchiques, c'est-à-dire qui servent d'intermédiaire entre le manager et le centre opérationnel. Et vous avez ce qu'on appelle le centre opérationnel qui est en train d'exécuter pour la production. OK? Alors, on l'a dit, c'est une organisation qui a une finalité. La finalité ici, ce n'est rien d'autre que le fait d'aboutir à un objectif commun. Il ne faut pas qu'il y ait 2 objectifs, 3 objectifs. Vous avez une finalité. La finalité, c'est quoi? C'est d'offrir des produits et des services à la clientèle, peut-être. Et même si on est dans le public, il faut offrir des produits et des services aux usagers. Que ce soit l'eau, l'électricité, que ce soit même une entreprise qui n'est pas dans la production. L'objectif, c'est que vous ayez une finalité. Le recours, n'est-ce pas, à des services de qualité. Alors, l'autre caractéristique, c'est qu'il faut une répartition des tâches. Il faut également une répartition des responsabilités et également du pouvoir. Ça, je le dis souvent pour les gens qui ont tendance à avoir une entreprise individuelle. Il faut éviter une concentration de tous vos pouvoirs sur vous. Vous ne pouvez pas tout faire. Dans les règles même du contrôle interne, il faut une répartition des tâches et des responsabilités. Mais le manager ne peut pas être le manager, le comptable, le contrôleur de gestion et celui qui produit. Ce n'est pas possible. Donc, veillez à ce qu'il y ait une bonne répartition des tâches et des responsabilités. Alors, aussi bien dans l'exécution des activités de l'entreprise que dans l'organe délibérant. C'est-à-dire, quand on parle des répartitions des responsabilités et du pouvoir, il ne faut pas, peut-être, dans le conseil d'administration, qu'on sente qu'il y a une seule personne qui décide et qui part. Vous voyez un peu? Alors, les effets pervers, c'est que quand il y a une seule personne qui décide, ça veut dire que cette personne va orienter ses décisions sur ce qui l'arrange. Il faut un contre-courant. Le contre-courant, il faut des pour et des contre. Et ça, vous ne l'aurez que s'il y a une bonne répartition des tâches et des responsabilités du pouvoir. Le dernier élément, il faut, dans l'entreprise, et c'est un point extrêmement important, un système de communication et de contrôle.
la communication doit être aussi bien verticale que horizontale. On peut décider, mais également il faut écouter tout le monde. Un manager doit décider. C'est-à-dire ne pas tergiverser, n'est-ce pas, sur les orientations. Il doit avoir une clairvoyance dans les décisions qu'il prend. Mais il faut savoir, n'est-ce pas, faire une communication horizontale. Il faut savoir écouter ses collaborateurs. C'est important. Donc on reprend, l'entreprise est une organisation caractérisée par un groupe humain hiérarchisé. Il faut un chef avec un centre opérationnel et des liens hiérarchiques. Il faut également poursuivre une finalité. Il faut également une répartition équilibrée des tâches, des responsabilités et du pouvoir. Enfin, il faut un système de communication et de contrôle. Il faut savoir contrôler ce qu'on fait. La confiance n'exclut pas le contrôle en entreprise. Le manager doit être contrôlé, n'est-ce pas, par qui? Par qui déjà? L'organe délibérant qui est le conseil d'administration. Vous voyez donc l'importance du conseil d'administration ou même de l'organe délibérant si on ne veut pas être dans une sphère assez élevée. Il faut avoir un système de contrôle. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, quelles sont maintenant les fonctions que doit poursuivre une entreprise? Alors, oui, allez-y, je reviens. Oui. Allez-y, prenez le micro. Je ne sais pas si on a un autre micro même qui peut faire l'affaire. Allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, vous avez dit l'entreprise est une organisation, elle se caractérise par un groupe humain. Bon, par exemple, est-ce qu'on peut considérer un cabinet de consultants comme entreprise, puisque bon, c'est une seule personne qui... Alors, justement, le cabinet, c'est une organisation maintenant qui a plus une vision de prestation de services. Mais c'est une organisation, c'est une entreprise. D'ailleurs même, vous ne pouvez pas quand même créer un cabinet si vous n'avez pas le statut d'entrepreneur. Vous pouvez l'être, n'est-ce pas, en ayant une entreprise individuelle, mais dans le cadre des cabinets, on vous suggère beaucoup, n'est-ce pas, d'avoir une SARL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. Parce que vous aurez des associés. Vous aurez, n'est-ce pas, des associés qui vont venir, non pas vous apporter de l'argent, mais qui vont vous apporter ce qu'on appelle une expertise en industrie. Si c'est un cabinet qui évolue dans le secteur par exemple, de la biologie ou de la biotechnologie ou même de l'informatique, peut-être vous êtes expert dans votre domaine, mais pour exécuter des marchés, vous avez besoin d'associés qui peuvent vous accompagner. Eux, ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent, mais ils sont là pour utiliser leur knowledge, leur savoir et le savoir-faire. Voyez un peu? Donc, un cabinet a bien sûr un statut d'entreprise. Il peut avoir un statut d'entreprise individuelle, comme il peut avoir un statut d'entreprise sous forme de SARL. OK? Voilà. Merci. Allez-y. Oui, allez-y. Vous avez parlé de répartition des tâches et des responsabilités. Oui. Mais je pense qu'il ne suffit pas juste de répartir ou de déléguer, mais aussi de laisser diriger. C'est ce que je... Laisser diriger, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est la délégation. Délégation. Ah oui, la délégation, c'est dans la communication pour moi, le système de communication. C'est-à-dire, tant qu'on a une communication verticale et on écoute les gens, c'est-à-dire, il y a des portes ouvertes, n'est-ce pas, dans le management. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir une communication. Je dis ça, vous exécutez. Si vous le faites, ça peut quand même être contre-productif, n'est-ce pas, pour l'entreprise. Ça veut dire que vous n'écoutez pas les gens. Mais je suis d'accord que la délégation peut être extirpée même du système de communication. Il y a des chefs d'entreprise qui vous assignent une tâche ou qui vous donnent une responsabilité, mais qui ne vous laissent pas libre de diriger. Parce que j'ai été quelque part où la DGA était la fille du DG, mais elle faisait un style de management obsessionnel. Alors, le problème, c'est qu'on va y revenir sur les qualités d'un manager.
C'est-à-dire, les qualités d'un manager, c'est celui qui écoute les gens, qui délègue, n'est-ce pas, ses pouvoirs, qui sait faire des arbitrages, mais qui sait également la psychologie, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appliquer la même politique de management à tout le monde. Les pires politiques de management qui existent, c'est celles qui pensent qu'il y a une directive à appliquer, n'est-ce pas, pour tout le monde. Ça, il y a des gens, si vous voulez, s'ils sentent qu'il y a trop de pouvoir sur eux, ce sera contre-productif. Ça, on va y revenir, les qualités d'un bon manager. Parce qu'il n'est pas dit que si vous avez tout le pouvoir, vous devez l'appliquer, n'est-ce pas, à tout le monde. OK? Autre question? Alors, maintenant, quelles sont les fonctions d'une entreprise? Alors, n'oublions pas que l'entreprise poursuit un objectif. On l'a dit, c'est de satisfaire, encore une fois, sa clientèle. Il ne faut pas qu'on se disperse sur l'objectif ou la finalité de l'entreprise. L'entreprise est créée pour poursuivre un objectif, une finalité bien précise. La finalité, c'est quoi? C'est de satisfaire les besoins de sa clientèle. Le client est roi. Le client est roi. Qu'on soit dans le public ou dans le privé, la finalité d'une entreprise, c'est de produire, mais d'aboutir à ce qu'on appelle une satisfaction des besoins de la clientèle. Et pour cela, il faut qu'elle exécute ou qu'elle exerce un certain nombre de fonctions. Et parmi les fonctions que l'entreprise doit nécessairement exercer, c'est la fonction administrative, qui est la fonction de management. On va y revenir. Il y a la fonction commerciale. Il faut que l'entreprise ait des stratégies de vente ou des stratégies d'offre de services. Troisième fonction, c'est la fonction de production. Pour l'essentiel des projets que j'ai entendus, c'est des projets, n'est-ce pas, qui vont aller dans la fonction de production. La production peut être quantitative comme elle peut être qualitative. La qualité de vos prestations. Quand vous avez un cabinet, tout à l'heure quelqu'un disait ça. La qualité de vos produits, n'est-ce pas, qui sont offerts par l'entreprise, c'est également ce qu'on appelle la quantification qualitative. Donc, il faut avoir une fonction de production qui va permettre de pouvoir, en tout cas, offrir des produits de qualité, mais également avec une quantité suffisante. Il y a ce qu'on appelle la fonction financière de l'entreprise. L'entreprise doit aller dans le sens d'avoir ce qu'on appelle un équilibre financier. Quand est-ce qu'il faut s'endetter? Vous savez, c'est le nerf de la guerre. Hein? Quand est-ce qu'il faut s'endetter? Comment me faire financer mon business plan? Oui, allez-y, prenez le micro. Ça, c'est une fonction également qui est essentielle pour vous. Je sais qu'il y aura beaucoup de débats sur ça, parce qu'il y a le cycle de financement qui permet de financer non seulement le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Ma recherche de financement doit reposer sur deux leviers. Comment me faire financer mon cycle d'exploitation, qui est le cycle à court terme, mais comment également me faire financer ce qu'on appelle le cycle long. Je viens de démarrer, je n'ai pas de machine, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de personnel. Comment avoir une stratégie, n'est-ce pas, financière qui va me permettre de pouvoir quand même rapidement avoir les ressources nécessaires. Oui, allez-y. Allez-y. C'est bon? Très bien. La fonction information également est vitale dans une entreprise. Alors, ce n'est pas une information en interne qu'on vise, mais c'est une information externe. Quand on produit des biens, il faut avoir une stratégie de communication qui permet de pouvoir vendre efficacement ces biens. En quoi faisant la publicité? En quoi faisant en ayant ce qu'on appelle les parrainages, le mécénat, etc. Donc, c'est des stratégies de communication qui vous permettent rapidement de pouvoir écouler, en tout cas, vos produits. Alors, sur maintenant les fonctions de l'entreprise, je veux bien que vous observez un peu ce graphique qui résume en réalité tout ce qu'on verra dans les fonctions. Vous avez ici ce qu'on appelle la direction générale.
alors qui est en relation avec un certain nombre de fonctions. Alors, j'ai fait le tri ici. Il y a ce qu'on appelle la fonction de production. Vous voyez que c'est une fonction vitale. Elle est au cœur, n'est-ce pas, du dispositif. Une entreprise qui ne produit pas disparaît. On est d'accord? Oui ou non? On est d'accord avec ça? C'est le nœud, c'est le cœur d'une entreprise, la fonction de production. Encore une fois, ça peut être une production qualitative ou une production quantitative. Alors, regardez ce qui se passe entre la fonction de production et les autres. La fonction de production est en relation avec la direction générale, elle est en relation avec la fonction financière, elle est en relation avec la fonction personnelle, celle des ressources humaines, la fonction information et la fonction commerciale. La direction générale décline les objectifs généraux de production. Je veux avoir une production de 10 000 tonnes de riz paddy, par exemple. Le manager décline son objectif général. Une production de 10 000 tonnes de riz paddy pour les 6 mois à venir. Comme vous avez un bon gestionnaire de la production, il va vous remonter également ses contraintes techniques. Parce que pour produire ces 10 000 tonnes, il faut que je puisse avoir du personnel suffisant, des équipements suffisants, des machines suffisantes, une technologie également adaptée. Et c'est sur la base de ça que maintenant la direction générale va aller dans le sens maintenant de faire fonctionner les autres centres. Commençons par déjà la fonction financière. Vous voulez produire 10 000 tonnes de riz paddy, il faut un investissement. Vous voyez un peu? Il faut un investissement. Et pour investir, il faut mettre à la disposition de la fonction de production des ressources suffisantes. Alors, ces investissements-là, ça peut être à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'investissement sous forme d'immobilisation corporelle, comme ça va être ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles. La différence est simple. Corporelle, ça veut dire que c'est les machines, les bâtiments, le matériel roulant, tout ce qu'on veut. Alors que dans les immeubles incorporels, c'est les brevets, les licences, les logiciels, tout ce qui peut permettre de pouvoir renforcer votre recherche développement. Surtout quand vous êtes dans des domaines très sophistiqués, parce que j'en ai entendu ce matin, des projets qui vont nécessiter d'avoir ce qu'on appelle des licences d'exploitation. Rien n'est gratuit. Donc, dans l'investissement, on va retenir qu'il y a l'investissement corporel et il y a ce qu'on appelle l'investissement incorporel. Ça a un coût. On est d'accord? Je peux continuer ou je vous laisse prendre un peu? On était dans la fonction financière en relation avec la fonction de production. C'est bon, je peux continuer? Alors, on a fini avec la fonction financière. Alors, quelle relation existe maintenant entre la fonction de production qui est très sollicitée avec la fonction commerciale? La fonction de production va être sollicitée par la fonction commerciale parce qu'il y a des clients qui ont exprimé leurs besoins. Je veux des produits avec des caractéristiques bien précises, avec ce qu'on appelle une clientèle bien segmentée. OK? Avec également un niveau de prix bien précis. Et dans ce cas, le besoin étant exprimé par la fonction commerciale, la fonction de production va plus tard produire ce qu'on appelle un bien fini.
Donc, ce qui lie la fonction commerciale avec la fonction production, c'est que vous exprimez un besoin. Je vais fournir un produit fini, adapté aux besoins de la clientèle. Ça aussi, il faut y veiller. Ne pensez pas que le produit que vous donnez, c'est un produit standard. Il peut arriver que vous segmentez votre produit en fonction, n'est-ce pas, des besoins de la clientèle. Ça, c'est une stratégie à bien retenir. Alors, l'autre type de relation entre la fonction de production et la fonction fonction de personnel, on va finir par la fonction information parce qu'elle boucle tout, c'est que la fonction de personnel la fonction de production va exprimer un peu ce qu'on appelle un certain nombre de besoins en termes de qualification. J'ai besoin d'ouvriers, j'ai besoin d'ingénieurs en biologie, etc. pour produire un certain nombre de biens. Et la fonction personnelle va mettre à la disposition de la fonction de production un personnel compétent et qualifié aussi. Évitez les recrutements de complaisance dans votre entreprise. Je ne dis pas qu'il faut supprimer, n'est-ce pas ça, mais si vous voulez que votre fonction de production marche bien, il faut que votre personnel soit adapté, n'est-ce pas, aux qualifications requises. Sinon, vous êtes tenté d'avoir une productivité qui n'est pas bonne. La productivité qui n'est pas bonne, c'est le fait d'atteindre des objectifs de production, mais en ne maîtrisant pas ce qu'on appelle les coûts de production. Vous avez utilisé beaucoup de personnes alors que vous n'en avez pas besoin. La productivité d'une entreprise, c'est aussi bien l'efficacité que l'efficience. Je répète, la productivité d'une entreprise, et ça, c'est à ce niveau qu'il faut bien le gérer, c'est aussi bien l'efficacité. L'efficacité, c'est d'atteindre les objectifs de production. J'ai besoin de 10 000 tonnes de riz paddy, j'ai atteint, il n'y a pas de problème. Mais à quel coût j'ai supporté, n'est-ce pas, ces 10 000 tonnes? Ça, c'est l'efficience. Donc, je répète, la productivité d'une entreprise doit reposer sur l'atteinte d'objectifs de production, qui est l'efficacité, mais ça doit également aboutir à la condition nécessaire et suffisante d'une efficience. Une entreprise est efficiente lorsque elle est productive du point de vue de la quantité, mais elle maîtrise également ses coûts de production. Et c'est à ce niveau qu'il faut bien gérer ce problème-là. Il faut bien gérer la relation entre la fonction de production et la fonction de personnel. Bon, il faut se dire qu'il y a également un autre problème, parce que dans la fonction personnelle, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la robotisation, la technologie de pointe, qui permet de remplacer un certain nombre d'agents par des robots. Il faut voir le juste milieu. C'est-à-dire, n'acceptez pas de tout robotiser également dans votre entreprise. Non, Madame Lach, vous n'êtes pas d'accord? Hein? Il ne faut pas tout robotiser dans votre entreprise. Quel est le danger, selon vous, s'il y a une robotisation à 100%? Oui? Deux, on va prendre une... Faites passer le micro. Faites passer le micro. Oui? Bonjour. Oui, bonjour. L'augmentation aussi, la robotisation pourrait augmenter le taux de chômage. Oui, en quelque sorte. Mais quand on est un manager, vous voyez un peu. Quand on est manager, il y a moins de problèmes. Mais je vous dis du point de vue du fonctionnement de l'entreprise. Quel est le danger d'avoir une robotisation à 100% pour le fonctionnement de l'entreprise? Oui, on va écouter madame là. Et vous, c'est comment le nom? Sylva, oui. Et là aussi, oui. Oui, faites passer le micro.
C'est une question intéressante, hein, parce que ne robotisez pas à 100%. Maintenant, il ne faut pas que peut-être ceux qui font le digital nous en veulent, non? Hein? Oui. Alors, pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est la fonction de continuité opérationnelle et l'autre, c'est la fonction de maintenance. La fonction de continuité opérationnelle, c'est si jamais il y a quelque chose qui se passe et qui c'est en arrêt, on n'a personne pour réagir très rapidement. Voilà. La deuxième fonction, c'est la fonction de maintenance parce qu'on sait que derrière la machine, c'est l'humain qui le programme et qui le fait marcher. Donc, sans humain, sans machine. Voilà. Vous voyez un peu? Sans humain, sans machine. Et la robotisation à outrance va impacter même sur votre cycle de production. Vous produisez à grande échelle, c'est une économie d'échelle, hein, c'est-à-dire, on parle même en économie d'entreprise que si vous produisez beaucoup, vous allez faire des économies de coûts. Mais est-ce qu'en réalité, il y a la qualité qui est garantie? Est-ce que derrière, vous avez un dispositif de maintenance approprié qui vous permet de pouvoir quand même agir, n'est-ce pas, à temps réel? Maintenant, je n'ai pas dit également qu'il ne faut pas robotiser, mais il faut robotiser avec beaucoup d'intelligence. Il faut un équilibre entre l'utilisation mécanisée de vos machines et l'utilisation quand même des ressources humaines. Monsieur Diop, une question en ligne. Oui, allez-y, allez-y. Il y a Ibrahima Diarra qui vous suit depuis Guédiawaye. Oui, Diarra, oui. C'est un technicien supérieur en production animale oui, et élevage. Sa question, il dit, est-ce que certaines institutions peuvent être considérées comme des entreprises? Lesquelles? Bon, il n'a pas cité, peut-être... C'est bon peut-être qu'il fasse un peu les précisions complémentaires sur le type d'institution. Comme ça, on pourrait tenter de lui apporter les réponses appropriées. D'accord. Est-ce qu'il peut peut-être interagir? Là, il vous suit dès qu'il donne la réponse. Voilà, qu'il donne des précisions sur le type d'organisation. Voilà, okay? Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Oui. Je pense qu'il y avait une deuxième... oui, là, je pense qu'il y avait... Oui, là, robotisation à outrance. Oui, je vois deux problèmes à ça. Le premier, c'est la fonction ergonomique. Parce que, certes, on va utiliser plus de robots, donc en théorie, ça peut être plus efficace, mais on utilise beaucoup plus d'énergie. Et avec la politique actuelle du monde, c'est d'essayer d'utiliser le moins d'énergie, parce que les ressources sont de plus en plus utilisées. Absolument, moi, je n'ai pas vu ça. Vous êtes partisan de l'écologie? Plus ou moins. D'accord, très bien. Je n'ai pas vu cet aspect, mais qui est extrêmement important, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'en situation de crise, la machine, elle ne fait que ce pourquoi on l'a programmée. Donc, elle ne différencie pas une situation normale d'une situation de crise. Ce qu'on appelle le problème de la maintenance. Exactement. C'est l'homme qui maintient, n'est-ce pas, l'équipement, et non le contraire. Le dernier aspect. Oui, bonjour. Moi, en fait, je voulais parler du fait que le robot, en fait, a ses limites. C'est-à-dire, en fait, que ça reste un robot. Donc, il n'a pas de ressenti, quoi que ce soit. Donc, par exemple, si on a une personne, on pourrait, par exemple, donner, par exemple, des conseils à faire et tout. Alors qu'un robot, on ne peut pas donner de conseils. Il a été programmé pour ça. Puis, il va faire sa tâche. Puis, on ne peut pas... Voilà, absolument. Et dans la robotisation, on se soucie plus, encore une fois, de la quantité et moins de la qualité. Il y a beaucoup de rebuts dans la robotisation. Dans ce qu'on voit dans le monde actuel, c'est une expansion économique assez féroce. Mais derrière ça, il y a une robotisation. Si les Chinois sont parvenus quand même à dominer le monde, ce n'est pas en termes de qualité des produits. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en termes de quantité. Non? Oui, ils segmentent, hein, mais vous savez, c'est une segmentation qui s'oriente plus vers le marché des pays en développement. Oui. Oui, mais le besoin dans les pays en développement, on le sait, c'est des besoins qui sont... Prenez le micro. Je disais que, comme on dit les Chinois, bon, d'habitude, les gens ont des pensées qu'ils créent des sources qui n'ont pas de qualité. Ah non, on n'a pas dit ça. C'est-à-dire, ici, c'est une
En fait, c'est un marché qui s'oriente plus vers le besoin, n'est-ce pas, des pays en développement. Les marchés européens sont saturés maintenant. Les Chinois, déjà, sont très peu présents, n'est-ce pas, dans les pays, n'est-ce pas, développés. Un peu la concurrence est là, elle est présente. Donc, il faut s'orienter davantage vers les pays en développement où les besoins exprimés sont avec quand même des ressources assez limitées. Ce qui fait que donc on oriente plus la production en quantité et moins, je ne dis pas non, et moins en qualité. Je pense que est-ce que si on fixe ça, si on tend vers ça, est-ce que ça n'aura pas des impacts comme par exemple sur les Africains? Parce que nous, bon, quel impact il faut dire, hein? Est-ce que c'est l'impact en termes de destruction de nos entreprises? Je vous dire oui. Est-ce que c'est en termes de politique commerciale? Je vais vous dire également oui. Mais l'impact dont vous voulez parler, c'est quoi exactement? Dans le domaine commercial, par exemple. Oui, d'accord. C'est-à-dire, on n'est pas dans un protectionnisme assez fermé, mais toute présence quand même des concurrents qui font ce qu'on appelle un dumping social, parce qu'ils font du dumping social et du dumping économique. Le dumping social, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une main-d'œuvre à bon marché. On va le voir je pense demain, on va voir le cas de Nike qui s'est implanté dans un pays assez reculé, n'est-ce pas, dans ce monde, et qui a détruit quand même non seulement la politique sociale de la main-d'œuvre. Là où la main-d'œuvre était payée à $100, avec la présence de Nike, on vous paye $50. Ce qu'on appelle le dumping social. Le dumping économique, c'est de casser les prix. Casser les prix. Parce que le meilleur moyen de casser les prix, c'est d'avoir des coûts de production faibles qui vont agir sur votre prix de vente. On va le voir. Il y a une relation entre la maîtrise des coûts de production et le prix de sortie. C'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Parce que plus vous maîtrisez vos coûts de production, plus vous avez la possibilité d'offrir un produit qui est moins cher. C'est l'économie d'entreprise aussi. On va y revenir beaucoup. Essayons de veiller à une maîtrise quand même des coûts de production ou des coûts d'exploitation. Plus vous utilisez quand même des facteurs de production qui vous coûtent cher, moins vous serez concurrentiel. Parce que vous ne bénéficiez pas de subventions. Les subventions, c'est fini là. Les subventions, c'est dans les années 80-90. On est en l'année 2020 où il n'y a plus de subventions. C'est la vérité des prix, il faut qu'on se le dise. L'État est en train de subir la vérité des prix, a fortiori pour une entreprise privée. Il n'y a qu'une chose qui peut vous sauver quand vous êtes une entreprise privée, c'est d'être concurrentiel sur vos coûts de production. Et vous pensez que si, par exemple, on diminue les coûts de production, ça n'aura pas un impact sur la qualité des produits qu'on va mettre sur le marché? Non, du tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne combinaison, on le disait, entre la fonction personnelle et la fonction de production. C'est-à-dire pour un même produit, votre concurrent utilise 3 agents alors que vous utilisez 6. In fine, il va être plus concurrentiel que vous. Vous avez payé 6 salaires alors que lui, il a payé 3 salaires. Le coût de production également, c'est le coût de l'énergie. Malheureusement, vous serez dans un environnement très difficile, on va le voir. L'environnement difficile, c'est le coût de l'électricité aussi. Est-ce que l'entreprise peut continuer, n'est-ce pas, vous voyez un peu, à supporter le coût de l'énergie et ne pas s'orienter vers d'autres ressources alternatives? Ça aussi, c'est une chose, n'est-ce pas, qui est là. Vous voyez un peu? Donc, le coût de production, c'est au-delà même de l'aspect personnel, mais l'aspect exploitation et avoir une bonne combinaison, n'est-ce pas, de vos ressources. On va y revenir également, le coût du financement. Si je posais juste là la question à savoir, qui peut financer son projet à 100%, je vais avoir très peu de mains. Qui est prêt à financer son projet à 100%? Donc, vous voyez que donc... et ça veut dire que si on veut financer son projet, le bailleur n'est pas un philanthrope.
que ce soit la banque, que ce soit l'institution de microfinance, que ce soit la dette, ils vont venir, hein, ils vont vous dire leur conditionnalité. Le taux d'intérêt, c'est 5%. Ce n'est pas gratuit. Je vous prête 1 million, vous allez me rembourser 50 000. Si c'est la banque classique, vous pouvez être amené jusqu'à 15%. Est-ce que ces taux-là, c'est applicable pour un jeune entrepreneur? Ah, pour un... c'est comment le nom? Pour un jeune entrepreneur, c'est pire. Parce que la banque considère que vous êtes une start-up qui a les pieds d'argile. Le risque est élevé. Et il faut s'attendre jusqu'à 11, 12, 13%. Mais je vous rassure que cette année, Madame le professeur a innové. Donc, il y aura les institutions financières qui vont venir vous exposer leur conditionnalité. Et je pense qu'avec les échanges B2B que vous aurez avec ces institutions, il y a de fortes chances que vous puissiez quand même avoir des banquiers ou des bailleurs qui sont prêts, n'est-ce pas, à revoir les conditions de financement. Parce que ce qui rassure le banquier, ce n'est pas les garanties que vous donnez. Non, ce n'est pas l'intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est que est-ce que le projet est bancable? Est-ce que le projet est risqué ou non? Parce qu'il va toujours s'attendre à ces conditionnalités de remboursement. Est-ce que cette entreprise-là va dégager demain des cash flows qui vont lui permettre de pouvoir rembourser la dette? Vous pouvez avoir les meilleures garanties, mais ce n'est pas la garantie qui fait le crédit. Ça, il faut bien le savoir. Vous pouvez avoir des garanties de maison, de véhicules, etc. Mais si le projet est risqué, la banque ne va pas s'engager. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, dans l'élaboration du business plan, insistons beaucoup sur un certain nombre de principes. Le business plan doit être concis. Le business plan doit être réaliste. Le business plan doit être concis. Le business plan doit être clair, etc. Donc, tout ça, ça vous rapproche sur ce qu'on appelle un business plan qui est capable, n'est-ce pas, de pouvoir produire assez de cash flow. Oui, allez-y. Ah, c'est qui? Ah, excusez-moi. Allez-y. Oui. Oui, et vous pouvez peut-être dire votre nom en même temps. Oui, pour bonjour, Brahma Sobayan. Oui. S'agissant de la fonction financière de l'entreprise, oui. J'ai constaté qu'au Sénégal, il est beaucoup plus facile pour des citoyens lambda d'avoir des crédits financiers. C'est-à-dire qu'on accorde plus de crédits de consommation qu'au crédit d'investissement. Vous n'avez pas tort de dire ça. Hein? Par exemple, pour quelqu'un qui veut payer une voiture, même jusqu'à 20 millions, on peut lui prêter 20 millions pour payer vraiment un 4x4. Et facilement, il est censé de donner des garanties. Mais s'agissant de la création d'entreprises, c'est tout à fait un problème. Vous n'avez pas tort de dire ça. C'est comment le nom? Bourama Sobayan. Voilà, Monsieur Badian. Oui. Vous n'avez pas tort de dire ça. Bon, il faut savoir que dans la structuration du financement dans notre économie, les banques prêtent à court terme. Pour la simple raison qu'elles pensent que prêter à long terme, c'est accroître le risque de nos remboursements. C'est une réalité. Deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement où les banques ont tendance à prêter justement qu'aux particuliers ou aux salariés qui ont ce qu'on appelle une domiciliation de revenus. La domiciliation de revenus, c'est d'être sûr qu'à la fin du mois, le salaire va passer. Sauf avis contraire, n'est-ce pas, de l'employeur. Ça veut dire que si on a une domiciliation, je termine, on a la chance quand même de bénéficier plus de crédit, même immobilier, pas seulement de crédit de consommation. Mais aucune entreprise n'a la certitude que par mois, elle aura un chiffre d'affaires exact. Aucun d'entre vous ne peut me le garantir. Vous faites ce qu'on appelle des prévisions qui tiennent sur quoi? L'environnement économique, l'environnement social, l'environnement concurrentiel, etc. Ce qui fait que la banque a tendance à être plus réticente dans les conditionnalités de financement. Et si on prêterait, en tant que banquier, on va prêter plus à court terme. Vous avez des problèmes de crédit
des besoins en fonds de roulement, on peut vous prêter, n'est-ce pas, sur 3 mois. Mais même si on te prête sur 3 mois, il faut avoir des garanties que vous avez gagné des marchés ailleurs. Et pendant ces 3 mois-là, je peux vous prêter de l'argent, mais vous domiciliez quand même le marché en attendant que je puisse voir les entrées de ressources. Vous voyez un peu? L'autre aspect, c'est qu'on est dans un environnement, il faut le dire aussi, où les entreprises ont tendance à avoir des comportements d'entreprises informelles. Ça, il faut le dire aussi. Si vous voulez avoir des relations contractuelles durables avec les banquiers, il faut se formaliser. La formalisation, ce n'est pas le fait d'avoir un registre de commerce seulement. Ce n'est pas le fait d'avoir un INEA, qui est votre carte d'identité, mais la formalisation également, c'est d'avoir une comptabilité allégée. On n'a pas dit d'avoir une comptabilité sophistiquée. Mais tenez un livre où vous avez le journal caisse, le journal banque, le journal avec la clientèle, etc. Ce qui permet de pouvoir répercuter les entrées et les sorties. Si vous ne pouvez pas faire la comptabilité par vous-même, il y a des organismes que l'État a mis en place, tels que le centre de gestion agréé. Ils vont venir vous faire une formation sur comment quand même simplifier votre comptabilité et confier ça, n'est-ce pas, à un organisme tel que le centre de gestion agréé. Il se charge véritablement de vous faire la comptabilité. Donc vous délocalisez votre comptabilité et chaque année même, le centre de gestion agréé est prêt, n'est-ce pas, à vous faire ce qu'on appelle des déclarations fiscales. Même si vous n'êtes pas assujetti, on va juste, n'est-ce pas, vous faire une déclaration fiscale pour être en conformité. Donc ça aussi, il faut le dire. La formalisation également, c'est de déclarer votre personnel. Vous ne pouvez pas utiliser des gens de façon permanente et ne pas cotiser pour eux. Ça, je le dis pour les entreprises qui seront peut-être dans une étape de développement ou qui ont tendance à recruter une cinquantaine de personnes. Mais si vous êtes 2 ou 3, peut-être il serait difficile quand même de faire face à ça parce que vous aurez tendance à plus recruter ce qu'on appelle des contractuels. Mais dès l'instant où il y a un contrat clairement établi entre vous et l'agent, de façon indéfinie, il faut déclarer cette personne-là. Sinon, vous êtes dans ce qu'on appelle une situation informelle. Donc, je répercute. Une situation d'entreprise informelle, c'est lorsque on n'a ni de NINEA, ni de registre de commerce, ni de tenue de comptabilité allégée, ni également de déclaration au niveau de la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES. Et toutes ces situations-là découragent le banquier. Parce que si vous n'êtes pas transparent, le banquier également ne peut pas faire de même. Elle aura tendance, cette banque, à avoir quand même des appropriés, n'est-ce pas, sur votre mode de financement. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Ah, c'est l'heure de la pause. Oui. Ok. Bon, juste avant la pause, on peut revenir sur M. Diarra. Oui, M. Diarra. Et je vais terminer également sur la fonction information et puis on termine. Voilà, donc, oui. Donc, il parlait, en fait, des centres d'impulsion pour la modernisation de l'élevage. Oui, oui, c'est absolument. Donc, c'est justement une organisation qui a le statut d'entreprise. Maintenant, je suppose que c'est une entreprise qui aura plus une vocation industrielle, commerciale. OK. Donc, vocation industrielle et commerciale. Et justement, c'est une entreprise qui va être immatriculée comme entreprise individuelle ou même comme entreprise sous forme de SARL. Mais c'est bien quand même une entreprise. Hein. Voilà. Je termine juste par la fonction information. Alors, il y a une relation entre la fonction de production et la fonction d'information. La fonction de production ici va exprimer un peu les besoins techniques parce que les besoins techniques ici, c'est quoi? On a produit, n'est-ce pas? Alors, on a produit un bien. Donc, je commence par l'innovation. Alors, la fonction information va plus remonter ce qu'on appelle ici l'innovation qui est attendue du produit. L'innovation technologique. Et on va beaucoup, n'est-ce pas, communiquer, n'est-ce pas, sur ça. Le fait que, donc, qu'on puisse mettre en place un produit innovateur
il faut que ce produit innovateur-là puisse suivre quand même ce qu'on appelle un certain nombre de spécifications techniques. Donc il y a une relation entre l'innovation qui est attendue des produits pour faire de la publicité, etc. et le respect quand même de la spécification technique. Mais il faut voir la fonction information comme une fonction qui peut aller même au-delà de l'innovation. C'est l'aspect également marketing, communication. OK? Voilà, la publicité, tout ce qui est également segment de distribution, etc. Voilà, donc comme le chef de village a arrêté le cours, donc on peut prendre la pause.